En ese operativo, las madres, además de Azucena Villaflor de Vincenti, estaban otras dos madres, Esther Balestrino de Careaga, una madre que había venido de Paraguay, y Mari Ponce de Bianco. Después de muchos años, más de ya 27 años, que nos habíamos enterado que a esta gente la habían arrojado desde los aviones del vuelo de la muerte. En algún momento aparecieron cuerpos en las playas del Atlántico y no se podía todavía identificar quiénes eran. Con los años supimos que eran las monjas y eran esas madres. Donc Azucena Villaflor et deux autres mères, donc des fondatrices, qui ont été séquestrées, qui ont disparu ce jour-là, comme les deux religieuses françaises ont été victimes des vols de la mort, ont été jetées dans les eaux du Rio de la Plata. Et alors leur corps, ceux de Azucena Villaflor, des deux autres mères et des deux religieuses, finalement sont apparus sur les côtes. Au début, c'était impossible de les identifier, mais avec le temps, ça a été fait, ils ont réussi à le faire. Et donc c'est comme ça qu'on a pu prouver que c'était ces religieuses et ces mères de la place de Mai. No pudieron ser reconocidas todas ese grupo, pero una de las monjas, Azucena, Mari Ponce de Bianco, Esther Careaga y algunas personas más que estaban, pudieron ser reconocidas, y hoy en esa iglesia de la Santa Cruz, que siempre fueron muy solidarios, están en un jardín enterrados las cenizas de esta monja y de esas madres, ¿no? O sea que esa iglesia no tiene nada que ver con esa cúpula que fue partícipe del terrorismo Estado. Et donc ces religieuses et ces mères de la place de Mai qui ont été victimes et qui ont ensuite été identifiées, aujourd'hui, elles ont pu être enterrées, incinérées. Elles reposent dans le jardin de cette église de Santa Cruz qui n'appartenait pas du tout au reste de l'église, qui était plutôt proche de la dictature. C'était une église à part. Yo les quiero decir que toda la iglesia católica no tuvo que ver en ese terrorismo Estado. Hay una iglesia de base, una iglesia que siempre acompañó a los pobres, acompaña, hay una iglesia que fue solidaria, pero la mayoría de la cúpula de la Iglesia Católica Argentina, la mayoría de la cúpula participó en ese accionar criminal de las Fuerzas Armadas. Alors, elle insiste un peu sur les différences internes de l'Église. En Argentine, il a existé, comme dans d'autres parties du monde, une Église qui est proche des pauvres, qui est solidaire, qui essaye d'aider les plus démunis, et une Église plus puissante qui est vraiment au sommet. Et l'Église argentine, c'était plutôt cette Église-là, cette Église qui collaborait avec la dictature. Esa iglesia designaba capellanes para que entraran en los campos de concentración y incitaran a la gente torturada, sangrante, a que hablara y denunciara, si no iba a haber más tortura. En vez de ir a salvar a la gente que estaba en esa situación, la incitaba a que declarara. Alors certains prêtres de cette église qui a collaboré avec la dictature ont même été envoyés par les militaires dans les centres de détention, les camps de concentration, et ils étaient parfois utilisés avec les détenus, en fait, pour les inciter à parler, à donner des informations, à parler, sinon il y aurait plus de torture, la torture allait continuer. También se enteraban y participaban cuando se apropiaban a los bebés, También algunos de esos capellanes y hasta obispos sabían que se llevaban esos chicos y que se entregaban ya con la identidad cambiada.
ces prêtres qui étaient à certains moments dans les camps de concentration étaient aussi impliqués dans la politique de vol d'enfants, les enfants nés en détention dont Nora parlait tout à l'heure. Todavía no se arrepintieron ni pidieron perdón. Y solo hay un religioso de esos, digo religiosos, por no decir mafiosos, ¿no? Pero que está condenado. El resto, hasta este momento, está impune. Donc ces religieux n'ont eu ni remords ni sentiment de culpabilité, n'ont pas demandé pardon. Le seul religieux entre guillemets pour ne pas dire mafieux, qui a pu être condamné, voilà. Et effectivement, il n'y en a qu'un. Tout le reste sont restés impunis, n'ont pas été condamnés. Yo les quiero decir que para que ustedes vean y piensen que hasta madres que buscaban a sus hijos fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. O sea que los jóvenes, mujeres, varones, jóvenes estudiantes, y después también se llevaron a las madres que buscaban a sus hijos. Elle insiste aussi sur le fait que des mères de la place de Mai, des mères qui recherchaient leurs enfants, ont aussi été arrêtées, ont aussi été emmenées dans ces camps de concentration. Yo les dije, ¿ustedes quieren empezar un diálogo? Y compartimos un poquito con algo que quieren saber. Yo me voy a sacar ya los anteojos. Perdón. Ah, elle va enlever ses lunettes. Un monstruo. Ah. No. Me saco porque no quiero estar de incógnito. Elle veut pas être incognito, tout simplement. Preguntame en español y Amalie. Los chicos ahora, pardon. Van a traducir. Je vais solliciter les 4 étudiants. C'est à eux de travailler maintenant. Comme ça, ils tournent et à chaque fois qu'il y a une question, ils peuvent être mobiles et chacun prend une question, traduit la question, traduit la réponse. Yo digo, muchos entienden de lo que yo hablo. Est-ce que la plupart d'entre vous comprennent ce qu'elle dit? Je pense. Oui. Sí. Ah oui. No. Las Madres de Plaza de Mayo empezamos el 30 de abril de 1977. Después de unos meses de estar en la plaza, había madres que buscaban a los bebés de sus hijas o de sus nueras desaparecidas. Y como para buscar a los bebés había que recurrir a otros espacios, decidieron que ese grupo de abuelas se juntaran para ir a golpear las puertas que había que golpear, maternidades, hospitales, guarderías, que era donde podían estar esos bebés. Norita, más pausitas para los chicos. Bueno. Pero elle a vraiment beaucoup de choses à dire et c'est un plaisir, mais une fois qu'elle est lancée, on l'arrête plus. Donc je lui rappelle juste qu'il faut qu'elle fasse des petites pauses pour faciliter les traductions. Bonsoir. Un résumé. Hein. Le mouvement des mères de la place de Mai a commencé le 30 avril 1977. C'est un super exercice. C'est un super exercice. Baticemos un poco. Primero porque los chicos es una experiencia oui. nueva. Voilà, c'est une expérience nouvelle. ¿Cómo surgen cuando se juntan ya las abuelas que tienen que buscar a los bebés en otros lados, que no es donde vamos nosotros, los cuarteles, las cárceles, las morgues, ahí vamos a buscar a nuestros hijos e hijas, pero las abuelas iban a guarderías, a maternidades, a hospitales, era otro caminar. Il y a une
différence entre les mères de la place de Mai et les grands-mères de la place de Mai. Les grands-mères cherchent aussi leurs petits-enfants et se réunissaient, les grands-mères et les mères de la place de Mai se réunissaient aussi tous les jeudis. Il n'y a pas de problème. En fait, les mères et les grands-mères n'allaient pas, elles frappaient toutes à toutes les portes pour essayer d'avoir des réponses sur les disparus, mais leur recherche était un tout petit peu différente dans la mesure où les grands-mères recherchaient deux générations, elles recherchaient des enfants nés dans ces camps de concentration. Donc elles allaient aussi, ce que n'allaient pas faire les mères, c'était une recherche différente. Mais les grands-mères allaient dans les garderies, dans les orphelinats, elles allaient essayer de chercher la deuxième génération, la génération du petit-fils ou de la petite-fille qu'elles recherchaient à ces endroits-là. Il y a plusieurs questions. Y allá hay otra persona que quiere preguntar. Bon. Fíjense ustedes. Tienen tarea. Bonjour à tout le monde, mais je vais faire la question en espagnol. Il n'y a pas de problème. Ok. No hay problema. Buenas noches, señora Nora, ¿cómo está? Yo soy ecuatoriana y bueno, mi pregunta va más también en cómo se puede conservar aún el sentimiento de lo que pasó en los años 80, porque yo como ecuatoriana, por ejemplo, a mí no me contaron la historia de los años 80. Es una historia que en el colegio no nos cuentan y se olvidaron completamente. Hemos escuchado más las historias de Europa sobre la guerra y todo eso que las propias historias que pasaron en América Latina. Y eso a mí me molesta, porque como joven estoy perdida un poco en mi continente al no saber por qué las personas nos ocultan esta realidad. También en Ecuador tengo entendido de que pasaron muchas cosas así. Y quiero saber cuáles son los procedimientos que se tienen en Argentina para hacer que esa memoria siga viva, porque, usualmente el presidente de mi país tiene una frase que dice prohibido olvidar, y creo que esa frase se adapta muy bien también acá. Prohibido olvidar porque son cosas brutales. Y como le digo, quiero saber cuáles son los procedimientos que se adaptan para no olvidar eso, para conservar aún en la memoria. Y muchas gracias. No, de nada. Et ça la révolte un peu, elle a l'impression de ne pas connaître son continent, puisque c'est d'être un peu perdue, puisqu'on parle plus de certaines guerres que de cette page de l'histoire de répression brutale, pour résumer. Sí. Yo voy a contestarte, sí. Yo le voy a contestar. Mario, no te metas tanto. Para eso están los chicos jóvenes. Me pone mal. Yo, mira, te quiero decir, primero, es tan brutal esa metodología y la desaparición de un hijo que cualquiera de las madres y padres que están acá no olvidarían y lucharían para encontrarlos todos los días. Si después del Holocausto, después de 70 años de esas guerras, todavía hay gente que siguió recordando y buscando la verdad. Si después de tantos años en España ahora empieza a abrirse una etapa de búsqueda de la verdad de los crímenes de Franco, ¿no? En cada país hay un mecanismo. En Argentina son casi 40 años de movilización popular permanente, de la gente en la calle reclamando, y a un hijo no se lo olvida en ningún momento del día, todo el día, una hija seguís todo el día. Entonces hay un mecanismo de memoria
que cada país y cada grupo lo hace como puede. No en todos los países es lo mismo, y no todas las familias perseveran y siguen. En algunos casos hay a veces abatimiento, hubo suicidios de gente, de integrantes de una familia que no pudieron aceptar esa situación. Entonces es un mecanismo humano donde nada es igual a otro caso. Dans chaque pays, il y a un mécanisme et chaque pays a sa propre forme pour ne pas oublier, mais dans ce qu'elle a vécu, elle, c'était tellement humain qu'elles se sont battues tous les jours, elles ont lutté chaque jour, et donc elles ont pu ne pas oublier tout ça. Bueno, yo lo que quiero contar además, que en la Argentina yo dije que éramos integrantes de una federación latinoamericana de asociaciones de familiares detenidos desaparecidos. Esa federación se compone con asociaciones de varios países. Y este trabajo permanente que se hace de la búsqueda también es para, logramos una convención que declara crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas, y que además que no prescribe y que no se puede amnistiar. En cada país funciona a su modo, y nos juntamos, a veces nos hemos juntado muchos años en Naciones Unidas para buscar que esa convención salga y que se cumpla, y que sean castigados los que practican esa metodología infame y cruel y siniestra. Y ese también es parte de la memoria que se va haciendo. Pour synthétiser un petit peu ce qu'elle vient de dire, donc en reparlant de la fédération de familles, de détenus, de victimes, donc en Amérique latine, dont les mères de la place de Mai font partie. Donc toute cette fédération reconnaît le crime de la disparition forcée comme un crime de lèse-humanité, et il faut vraiment insister sur ce crime de crime, comme elle disait tout à l'heure, et ce sont des crimes imprescriptibles pour lesquels il n'y a pas d'amnistie possible ni de pardon, et il faut absolument qu'il y ait une justice. Gracias. No, y después es el sentimiento de cada uno, como puede asumir esa ausencia. En cada familia se va haciendo como se puede. Siempre es doloroso. Siempre hay algo inexplicable para decirle a los nietos: ¿qué es una desaparición? ¿Qué es? ¿Qué pasa con una desaparición? No sabes más nada. Buscás, preguntás. Es una incógnita de todos los días. ¿Qué habrá pasado con mi hijo? Y nunca pensás lo mejor. Siempre es adentro ese drama. Pero como hay que sobrevivir, y los hijos y los nietos van creciendo, como pasó vuelvo a repetir, con las guerras, con los años no se saldan las heridas, pero se recompone la vida para que los chicos que crecen puedan disfrutar, digamos, una familia que no está el día llorando. No se puede. Nosotros a veces hacemos actos donde terminamos cantando, y la gente dirá: ¿y cómo cantan las madres? Es que es la vida esa. Mi hijo no querría que yo llorara todos los días, no querría que me pasara rezando todos los días. Le gustaría, de donde esté soterrado, que vea a la madre luchar todos los días en la calle y luchar. Traducí, sí. Sí, Hablo mucho yo. No, pero está bien, y te agradecemos. Elle est très, très généreuse
quand elle parle, sos muy generosa, así que gracias. Voy traduciendo. Elle insiste vraiment sur la douleur qu'entraîne la disparition forcée pour les familles des victimes. Un disparu, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Il est là et il n'est plus là à la fois, c'est quelque chose d'inexplicable. Il y a des choses... Bon, son fils Gustavo avait un fils de 2 ans, donc son petit-fils. Elle dit qu'il y a des choses forcément qui sont inexplicables pour la génération d'après, la génération des petits-enfants. Qu'est-ce que c'est qu'une disparition ? C'est vraiment très très difficile et c'est quelque chose qui manque tous les jours, vraiment qui est très présent et qui perdure dans le temps. Et dans le cas de son fils, elle y pense toujours en disant mon fils il voudrait pas me voir pleurer. On continue, les mères de la place de mai, on continue parce qu'il faut. Mon fils, il voudrait pas me voir pleurer, il voudrait me voir en train de me battre, en train de lutter, de sortir dans la rue. Oui. Est-ce que vous savez quelle transmission est-ce qu'il y a une transmission qui est faite auprès des élèves, des jeunes enfants et des ados, des adolescents sur ce qui s'est passé à cette période-là? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont dites, qui se disent maintenant? Est-ce que la parole se libère un petit peu? Et une autre question, c'est ces bébés qui ont été enlevés, qui ont été placés à droite, à gauche, est-ce qu'ils savent leur histoire? Est-ce que certains savent leur histoire? Doble pregunta. La juventud actual en Argentina conoce, hay un conocimiento y la memoria de lo que pasaba con la dictadura. Y si los chicos desaparecidos conocen también lo que pasaba y si saben dónde vienen al origen. Los chicos que fueron apropiados. Bueno, los chicos que fueron apropiados y fueron recuperando su identidad. Por favor, hagas pausitas. Sí. Sí. Me está retando. Désolée, hein, je fais des petits rappels. No, los chicos que fueron recuperados a su identidad, los nietos de las abuelas, son chicos que volvieron a la vida real y que conformaron un grupo que se llama Hijos también y que trabajan para la memoria. En la Argentina ahora no hay ningún argentino que pueda decir que no sabe qué pasó en la década esa del 70, porque hay difusión, hay un canal de televisión, hay radios, hay obras de teatro, hay libros, y se va difundiendo, y solo la gente muy indiferente puede decir que no sabe qué pasó. Donc, tous les enfants et les petits-enfants sont un peu conformes à ça, mais par contre, ceux qui ont été retrouvés... Les jeunes en général. Ceux qui ont été retrouvés connaissent l'histoire, mais maintenant, les jeunes en général, tout le monde sait ce qu'il se passe parce qu'il y a de la diffusion par les médias, par le théâtre, ils en parlent. Et seulement ceux qui ne savent pas ce qui se passe, c'est ceux qui sont vraiment indifférents, mais autrement, tout le monde sait. Y pregunta si lo enseñan en las escuelas sí. La memoria. Sí, sí. Ahora tenemos en este último gobierno, digamos los últimos 12 años que asumió Néstor Kirchner. Yo quiero decir que yo no hago partidismo político, pero cuento que cada gobierno
fue haciendo para esa memoria y para la justicia. Cuando terminó la dictadura, se hizo la primera comisión sobre desaparición forzada de personas y el primer juicio. Contesta. Là, je vais traduire parce qu'elle a apporté des précisions. Alors, elle reconnaît, elle précise qu'elle ne fait elle n'est engagée auprès d'aucun parti politique, elle ne fait aucune forme de politique. Mais voilà, donc elle reconnaît certaines choses par rapport. Bon, si on prend le gouvernement actuel, le gouvernement Kirchner, il y a eu des avancées de fait. Si on remonte encore plus loin, en 85, donc peu de temps après la dictature, c'est à ce moment-là que s'est formée la Commission nationale de disparition de personnes, la CONADEP, sous le... No es de la época de Kirchner, sino de la época de Alfonsín, Voilà. pero que empieza en esa época, ¿no? Le président à l'époque s'appelait Raúl Alfonsín, et donc c'est lui qui a formé cette commission et qui a ouvert le premier procès aux juntes militaires. Donc ça a été une avancée importante, mais qui a été déçue par la suite. S'il vous plaît. Perdón, voy a agregar. Cuando termina la dictadura, el primer presidente democrático formó esa comisión sobre desaparición forzada de personas y se hizo un primer juicio a las 3 juntas militares. Después de un tiempo que avanzaba el juicio, los militares empezaron a hacer ruido de armas y ese presidente claudicó y se terminaron los juicios en esa época primera. Donc il y a eu un faux espoir en fait avec Raúl Alfonsín en 85. Il a ouvert le procès aux juntes. Donc la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre, tous ces militaires-là ont été jugés. Mais comme elle dit, les militaires continuent à faire du bruit. Et donc ils se rebellaient, ils voulaient négocier leur impunité. Et Alfonsín a cédé finalement face à leur pression. Después de muchos años que tuvimos gobiernos que no querían saber nada de justicia, de verdad, ni nada, y que habían sido hasta cómplices de la dictadura, en el año 2003 gana las elecciones con pocos votos el presidente Néstor Kirchner y empieza otra etapa donde empiezan a preocuparse bien sobre los derechos humanos de ese pasado siniestro. Donc après, donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où Alfonsín a cédé aux pressions des militaires, il y a eu plusieurs gouvernements constitutionnels qui se sont succédés et qui n'ont strictement rien fait par rapport aux droits de l'homme et aux crimes de la dictature. Ce n'est qu'en 2003, donc le moment où Néstor Kirchner est élu, avec peu de voix, que les choses ont commencé à changer et qu'il y a eu des progrès de fait par rapport à l'impunité. Bueno, se empieza otra etapa y ahora tenemos juicios a los genocidas en todo el país, con unos testigos que tenemos extraordinarios, que estuvieron torturados, que estuvieron desaparecidos y que hoy dan su testimonio para que pueda haber juicios. También tenemos algunos abogados y abogadas que también tienen esa sinceridad y esa ética para llevar esos testimonios. Y tenemos algunos jueces y juezas y fiscales, mujeres y varones, que ahora están dispuestos a hacer ese camino de la justicia. Un poquito renga, pero sí justicia tenemos. Et donc à partir de ce moment-là, du moment où Kirchner est élu, ça a été une nouvelle étape. Et donc maintenant, effectivement, il y a des procès, il y a encore des procès aujourd'hui, donc contre où sont jugés des auteurs de crimes contre l'humanité. Et alors, elle dit qu'il y a des témoins qui sont très courageux, qui participent à ces procès, qui ont un rôle très important dans ces procès.
donc des ex-détenus. Il y a aussi, heureusement, des juges et des avocats qui veulent faire avancer les choses, qui vont dans le sens de la justice. Ce n'est pas le cas de tous les juges et de tous les avocats, mais il y a quand même des procureurs, des juges, des avocats qui font les choses correctement. Et donc elle dit, oui, on a une justice qui est un petit peu bancale, mais on a une justice. Pardon, je voulais savoir, moi, s'il y avait eu des gens qui avaient survécu à la détention et à la torture, qui sont témoins de l'histoire aussi, ou si tout le monde a disparu. ¿Quieres saber si hay personas que sobrevivieron estos campos de concentración? Sí, sí, son los testigos que hay en los juicios ahora, personas que pasaron el horror y que ahora tienen la generosidad, la valentía de estar enfrente de los genocidas dando testimonio de lo que pasaron en esos lugares. Y es importante, gracias a ellos, a esos sobrevivientes, pueden andar los juicios. Muchas gracias. Elle dit que oui, il y a des survivants qui sont courageux et généreux, et que c'est grâce à eux que les procès peuvent avancer, parce qu'ils ont le courage de témoigner face à leurs bourreaux, vraiment. Et donc, oui, c'est grâce à eux qu'ils contribuent énormément à faire avancer la justice. Sí, usted dijo que había dos iglesias finalmente en Argentina, y yo quisiera preguntar, pero sin ganas de ofender ni nada, si se sabe cuál era la actitud del actual Papa Francisco en esta época. No, je crois qu'il n'y a pas besoin de traduction. Pregunta clave. Ah, bueno. C'est une question clé, la question du rôle du pape, voilà. Pendant la dictature, elle a parlé de deux églises tout à l'heure. Voilà la question sur le pape. Yo soy católica apostólica romana, por herencia, por familia, pero después que se llevaron a mi hijo y pude comprobar qué me daba esa iglesia de aliento, tuve muchas desilusiones. Mi familia, toda mi familia. Pero esas dos iglesias existen, la iglesia que es de los pobres realmente, que ayuda, y esa iglesia que yo le llamo pancista, porque se sienta en la mesa de los ricos y no le importa nada del pueblo. Alors, elle dit qu'elle est catholique de tradition, par culture, mais qu'à partir du moment où ils ont enlevé son fils, les choses ont totalement changé, elle n'a plus trop eu la foi. Et que le pape actuel faisait partie de cette église, pour essayer de traduire précisément, une église à gros ventre, entre guillemets, voilà, parce que c'est des religieux qui s'asseyaient dans un fauteuil et qui mangeaient comme des riches et qui se comportaient comme des riches, et donc voilà, une église à gros ventre. Quiero contar de este papa. Este papa fue solidario cuando era cura, cuando después fue obispo, en los barrios pobres. Era un tipo que caminaba las calles, que iba a los lugares donde había gente que tenía un mal vivir, que era muy pobre y era solidario, pero nunca habló de los desaparecidos, nunca desde el púlpito pidió por los desaparecidos, ni nunca caminó con nosotros como otros obispos, Monseñor de Nevares, Monseñor Novak, Monseñor Esaine, que caminaron con las madres, con los familiares. Este Papa nunca caminó con nosotros, pero no puedo decir que es malo, sino de que el camino al papado posiblemente era no meterse en el tema tan dramático de la represión.
Donc le pape, oui, effectivement, il a eu des comportements religieux envers les pauvres, voilà, l'aide aux pauvres. Mais à l'époque où il était évêque, du coup, c'est quelqu'un qui n'a jamais défendu. Quelques-uns l'ont fait. Mais à l'époque où il était évêque, c'est quelqu'un qui n'a jamais défendu les familles de victimes, qui n'a jamais essayé qui n'est jamais allé à une manifestation par rapport aux disparus. Et c'est le sens global. Gracias. Je suis désolée, il y a des éléments, forcément, des petits éléments de traduction qui vont peut-être se perdre comme ça, mais c'est tellement... Nora, elle est tellement spontanée que... voilà, et je pense même qu'il y a des choses, je ne sais pas exactement dans la salle qui ne parlent absolument pas espagnol. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui le comprennent sans vraiment le parler, mais qui le comprennent. Mais je suis persuadée que même les non-hispanophones comprennent très bien le sens de ce qu'elle dit, et même si on ne le traduit pas littéralement. Este Papa tiene la oportunidad ahora de hacer cosas muy importantes, y de trabajar para la paz, para la justicia. Tiene muchas cosas para hacer. Bueno, tiene que cumplirlas para dejar en su camino algo que sea bien positivo. Le pape, maintenant qu'il est pape, il a l'occasion d'assurer vraiment la paix. Il a une place qui lui permet de le faire. Et il doit le faire, c'est son devoir, il doit le faire. Yo les quiero contar igual algo de la historia de las madres también, que las madres nos ocupamos también de otras violaciones a los derechos humanos también. Alors Nora, là, insiste sur le fait que les mères de la place de Mai, de la ligne fondatrice, prennent part aux violations, à toutes les causes liées aux droits de l'homme, pas seulement leur cause à elles, toutes les causes vraiment du monde. El apoyo a las comunidades indígenas en la Argentina, donde están maltratadas desde el Estado, perseguidas, comunidades distintas, mapuches, com, los huichí. Hay comunidades que están muy dejadas de lado del Estado. En Argentine, encore aujourd'hui, le gouvernement laisse énormément de côté, néglige complètement les communautés indigènes. Et les indigènes, ça fait partie des gens que les mères de la place de Mai, de la ligne fondatrice, défendent. Il y a beaucoup de communautés différentes en Argentine, les Mapuches, les Com, les Huichis. Vous avez peut-être vu la photo tout à l'heure où Nora est en photo avec un cacique. Voilà, donc ça fait partie des populations vulnérables qu'elles soutiennent. Y en otras injusticias donde se criminaliza y se judicializa la protesta social. Elles défendent aussi toutes les causes, ou les causes liées aux droits du travail, ou les mouvements de protestation, les mouvements sociaux. Elles prennent part à tout ce qui se passe sur le plan social. Y yo les voy a contar otra cosa que ustedes van a decir, una madre. Yo también hace más de 15, 16 años que trabajo con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz del año 80, por el tema de la deuda externa. Y ustedes dirán, una madre, ¿qué habla de la deuda externa? Voy a hablarles un poquito. Elle voudrait parler un petit peu de ce qu'elle fait depuis 16 ans avec le prix Nobel de la paix argentin qui s'appelle Adolfo Pérez Esquivel. Et elle travaille avec lui sur le problème sur la dette externe. Alors, certains penseront peut-être qu'est-ce que fait une mère de la place de Mai à traiter le sujet de la dette externe, et donc elle veut parler un petit peu de ça.
Cuando empezó la dictadura cívico-militar religiosa, la Argentina debía 6.000 millones de dólares. Quand la dictature civico-militaire a commencé, l'Argentine avait une dette de 6 millions de dollars. Cuando empezaron a actuar, empezaron a pedir plata los militares y los civiles para armar los campos de concentración, comprar las armas con las que torturaron a nuestros hijos e hijas, pagarle a los genocidas para empuñar la picana eléctrica y los instrumentos de tortura. Et les militaires et certains civils aussi ont commencé à exiger de l'argent pour justement financer les camps de concentration, pour financer, comme Nora le dit, financer la GGN, la torture à l'électricité qui faisait subir aux détenus. Y después pidieron para tapar el horror haciendo un gran mundial de fútbol, donde gastaron muchos millones de dólares, además de robarse al bolsillito de los que trabajaron en ese espectáculo realmente. Et pour cacher un petit peu tout ce qui se passait par rapport aux droits de l'homme, c'est comme ça qu'en 1978, l'Argentine a organisé un grand mondial de foot. Et donc, c'est ce qui a permis aussi, ce qui leur a permis de se mettre de l'argent dans les poches, de voler l'argent de tous ceux qui croyaient un petit peu à cette histoire, qui était pour cacher ce qui se passait réellement dans le pays. Y entonces políticos, empresarios, todos pidieron y después vendieron y regalaron a precio vil los bonos, haciendo ese intercambio y haciendo crecer esa deuda infame, impagable, que no consumió el pueblo. Et donc le peuple n'est pas responsable de cette dette, ce sont les chefs d'entreprise et les militaires qui sont responsables de cette dette odieuse. Los bonistas del exterior también lucraron. Cada dólar que se paga es un niño más con hambre. Par rapport à la dette, chaque dollar qui se rajoute à la dette, c'est un enfant de plus qui meurt de faim. Y ahora hay un club de París que nos reclama cuando compraron tan barato y ahora quieren cobrar el oro y el moro. Y también el Griesa, ese juez de Estados Unidos, que nos presiona para pagar. Y entonces la deuda es una deuda odiosa, infame, impagable, y donde se lucró con la vida, con el hambre de nuestro pueblo a través de pagar esa deuda. Entonces esa es la verdad. Los buitres están afuera y están adentro. Y la deuda es una lacra. La deuda, pagar la deuda que no usamos, el pueblo, es realmente un crimen también que se comete économico. Donc la dette, c'est une plaie, c'est un crime économique. Le peuple n'est absolument pas responsable de cette dette odieuse. C'est une dette qui s'accroît comme ça, et les États-Unis demandent des comptes à l'Argentine, un organisme qui s'appelle le Club de Paris. Voilà, il y a de la communauté internationale, les grandes puissances forcément demandent des comptes à l'Argentine. Et ça aussi c'est très douloureux parce que la dette vient aussi des crimes de la dictature, et le peuple n'est absolument pas responsable de ça. Donc ne doit pas payer. Y cuanto más debemos, cuanto más pagamos, más debemos. Porque plus on paye, plus on doit d'argent. Entonces no tenemos que pagar porque ya pagamos bastante con creces y no queremos pagar con el hambre del pueblo. Por eso se escucha hablar tanto, y por eso en el Congreso hasta los opositores
votan pagar la deuda, porque todos pidieron cuando en la época de la dictadura cívico-militar religiosa. Et donc le peuple a déjà assez payé par rapport à cette dette et donc ne doit rien payer de plus. Il le paye déjà. Les effets de la dette externe en Argentine se ressentent par la faim, par la misère dans le pays, et ils n'ont pas de compte à rendre par rapport à cette dette. Alguna preguntita más y vamos a cerrar porque nos van a echar de acá, ¿eh? Son muy educados, pero en algún momento van a golpear las manos. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ah, ya. A ver, chicos. Pues sí, quisiera decir que una pregunta también, o no sé si es una pregunta, pero quiero decir que actualmente se siguen encontrando niños de los desaparecidos. ¿Es verdad? Menos habitual, pero ahora los jóvenes que tienen entre 30 y 40 años son los que buscan a sus abuelas. ¿Y cómo se enteran? Bueno, hay un Banco Nacional de Datos Genéticos que en un comienzo donó Madame Mitterrand en un acto de solidaridad muy importante con las abuelas argentinas, y ahí cuando hay una duda el joven recurre o a abuelas o a los antropólogos o a algún organismo para que se averigüe su grupo de sangre, si coincide con las que hay en el banco de datos genéticos, que son las que dieron las familias que buscan a sus nietos. Gracias. Alors là, le point qui était évoqué, c'était sur cette politique par rapport au vol d'enfants, à ces enfants qui naissaient en détention et qui étaient ensuite confiés à d'autres familles. François, un ami, demandait si dans l'actualité, il était vrai que certains de ces enfants qui ont été volés retrouvaient petit à petit leur identité. Donc effectivement, Nora confirme. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont entre 30 et 40 ans, qui se recherchent un petit peu tout seuls par test ADN, puisque c'est le seul moyen de prouver génétiquement leur identité, de prouver qu'ils sont fils et filles de disparus. Et donc il y a une banque de données génétiques pour ça qui a été créée à la fin, au milieu des années 80, et qui permet d'identifier ces enfants volés. Para encontrar restos de los hijos e hijas y que fueron esos cuerpos tan maltratados hasta para su propio entierro, es muy difícil, pero cada tanto se puede identificar algún cuerpo, pero ya pasaron 40 años casi, entonces cada vez es más difícil, ¿no? Donc sur l'identification des corps des disparus, Mario demandait ce qu'il en était aujourd'hui, si on continuait à retrouver des ossements, à retrouver des corps de disparus. Et donc Nora dit oui, effectivement, on en retrouve, mais c'est de plus en plus difficile parce que après presque 40 ans, oui, c'est de plus en plus compliqué. Mais ça arrive. Bueno, ¿alguna preguntita más? Estamos por terminado. No. No, cuidadito. Mario, portate bien. A ver. Deux Argentins ensemble, c'est terrible. Una joven quiere hacer una pregunta. Bueno, yo creo que la verdad la perseguimos, la verdad, saberla, y aunque cada genocida que es condenado por otros casos es como si fuera también el nuestro, pero
para saber en una familia seguir transitando, tiene que haber la verdad. Tiene que haber la verdad y que es fundamental en la vida. Entonces, no es que me quede más tranquila, porque yo ya presumo que fue el final de mi hijo. Después de 40 años, si no lo encontré, tengo que presumir. Pero saber la verdad es una parte importante en la vida de cada familia. La jeune fille, qui est une étudiante de chez nous, demandait si Nora se sentirait plus tranquille, entre guillemets, si elle savait la vérité, si elle savait ce qu'il était arrivé à son fils, puisqu'elle ne sait pas vraiment. Et Nora répond que la vérité est essentielle. Alors bien sûr, elle s'imagine le pire, mais voilà, la vérité est essentielle. Yo no perdono, no olvido y no me reconcilio con los genocidas. Je ne pardonne pas, je n'oublie pas et je ne me réconcilie pas avec les auteurs de crimes de masse. No quiero venganza. Bueno. No quiero venganza, quiero justicia. No quiero venganza, quiero justicia. Y yo ahora me voy a despedir, como hacemos en la Plaza de Mayo los jueves, ¿no? Entonces yo le pido que ustedes me acompañen un poco los que quieran. Y decimos, los detenidos desaparecidos, presentes. Los detenidos desaparecidos, presentes. Los detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Merci beaucoup. Merci. Gracias. Muchas gracias. Decirles algo. Ahora en Argentina, después de haber tenido juicios y todo el camino, en el ejército han puesto de jefe del ejército a un militar que está acusado de violar los derechos humanos. Entonces tuvimos avances y tenemos un retroceso. Queremos que vaya a la justicia este militar, no lo queremos de jefe del ejército. Así que vamos a luchar. Gracias.